Tout le monde a iPhone à Dakar et en Afrique. Je pense que si tu peux te permettre d'avoir un iPhone, tu peux lancer un business. Zéro code, zéro équipe, et pourtant des millions grâce à l'IA. Vu qu'il n'y a plus de barrières d'idées, il n'y a plus de barrières de capital, la seule chose qui compte maintenant, c'est l'action. C'est-à-dire que à quelle vitesse tu poses les actions, à quelle vitesse tu exécutes, à quelle vitesse tu distribues ton travail. C'est ça le vrai mot, en fait. C'est important d'avoir une cible et de la connaître. C'est pour ça que la niche est importante. Parce que quand tu as une niche, là, tu commences à comprendre la niche, tu commences à comprendre leurs besoins, comment ils parlent, quelles sont leurs problématiques et comment est-ce que tu dois faire ton marketing pour pouvoir les attirer. Tu as toujours 3 barrières par défaut. Tu as le capital, la barrière de l'argent, les ressources, les fonds, la barrière des compétences, l'équipe, etc. Après, tu vas avoir maintenant la barrière de la distribution. Tu as l'idée. Le plus important, c'est le premier client. C'est-à-dire que tout ce que tu feras entre l'idée et le premier client, ça n'a pas vraiment d'importance. Aspect sur lequel j'aime bien faire toujours le disclaimer avec les équipes, être exigeant avec l'IA. Il est bon, il est très bon quand même, mais c'est un flemmard. Comme nous. C'est un flemmard. Si votre entreprise ne peut pas fonctionner sans vous, vous n'avez pas encore construit un système. Vous avez construit de la dépendance. Beaucoup de dirigeants vivent cette réalité. Les chiffres, les décisions, les informations, les équipes, tout tourne autour de vous. Votre problème n'est pas un manque d'ambition. Votre problème, c'est que vous avez besoin d'une meilleure structure. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, une nouvelle réalité s'impose. Les entreprises qui auront les meilleures données seront celles qui prendront le plus d'avance. Mais si vos données sont dispersées entre plusieurs systèmes, plusieurs fichiers, plusieurs personnes, vous ne pourrez jamais exploiter tout le potentiel de l'IA. Chez Total Technologies, nous accompagnons les PME et entreprises en croissance à mieux exploiter leurs données et à construire de vrais systèmes de pilotage grâce au système Odoo. Une équipe locale, certifiée et proche de vos réalités terrain, avec plus de 50 PME et organisations qui nous ont déjà fait confiance dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, cette expertise nous amène à devenir sponsor officiel du Odoo Business Show 2026. Rendez-vous le 13 août à Dakar, à Noom Hotel à partir de 18h. Cliquez sur le lien en bio pour obtenir un diagnostic gratuit sur votre maturité digitale afin de savoir si votre entreprise est prête pour cette nouvelle ère. Salam à tous. Salam. Zéro code, zéro équipe et pourtant des millions grâce à l'IA. Des milliards, frère. Ouais, des milliards aussi. Il y a une grosse différence entre millions et milliards quand même. Hein. Grave. Ouais. C'est deux mondes totalement différents. Ouais, des millions et puis de dollars. On parle de dollars. Millions de dollars. C'est extraordinaire. Hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu une... je ne sais pas si on peut appeler ça un surenrichissement ou une telle productivité économique en un temps record, quoi. En un temps si court. Je pense qu'actuellement, l'IA est en train de totalement changer les règles du jeu. Ouais. L'IA a déjà même changé les règles du jeu. La barrière technique commence à disparaître. Ouais, la barrière technique, oui. Et puis ça, à tous les niveaux. J'ai vu hier quelqu'un qui disait que, je sais plus c'était quoi, mais il disait que l'ordinateur a pris 7 ans aux gens avant d'atteindre 50% d'utilisation du monde. Avant qu'il y ait 50% des gens qui utilisent l'ordinateur. Les réseaux sociaux ont pris je sais pas, un peu plus de temps. Et l'IA, je pense, a pris juste 2 ans pour atteindre actuellement 53% du monde qui utilise l'IA. Wow. Donc, ça veut dire qu'en termes de vitesse d'utilisation, en termes de vitesse d'adoption, c'est aussi extraordinaire. Et c'est normal. C'est alors de l'impact qui s'applique quand des millions et des millions de personnes utilisent ta technologie. Peu importe. Là, tu te fais des millions et voire des milliards. Imagine maintenant si ça en est 60%, 70%. Là, on parle d'industrie à des trillions de milliards, des trillions de millions de dollars. Quoi. Je pense que c'est pas un hasard si tous les grands du monde actuellement, tous les GAFAM, etc., tous ils sont en train de se battre pour ne pas, en tout cas, être laissés derrière. Ouais, non, parce que non, mais c'est une coche à ne pas rater. C'est comme autant de, j'ai dit ça dans le premier épisode, c'est comme autant de l'apparition de l'Internet. Toutes les boîtes qui n'utilisaient pas Internet, là, on les entend plus. Effectivement. Donc là, je pense qu'on est dans une nouvelle révolution. Beaucoup plus grosse même, et beaucoup plus rapide que celle de l'Internet. Donc oui, clairement. Maintenant, j'ai l'impression que la plupart des gens, ou bien je vais dire surtout chez nous, quoi, il y a une grande partie des gens qui n'en sont pas encore conscients. Ouais. Ou bien beaucoup n'ont pas encore réalisé à quel point on est à un moment, un grand facteur, un changement carrément dans les règles du jeu. Ouais, c'est un shift. C'est un shift à 360 degrés. Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu vois actuellement la nouvelle ère? C'est-à-dire?
lancer actuellement une startup ou bien comment intégrer l'IA dans son business actuellement? Bon, je pense qu'on en a un peu parlé dans le premier épisode. Je trouve qu'il y a énormément de moyens de faire et tout dépend justement du niveau où on en est. Que tu sois actuellement déjà entrepreneur, que tu veuilles te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu veuilles lancer un side business, que tu sois déjà un professionnel. Je pense qu'on a déjà fait un peu de tour dans le premier épisode des différents use cases. On en reparlera de temps à autre. Je pense que le point qu'on n'avait pas pu aborder dans le premier épisode, c'est justement le fait de se lancer, d'entreprendre à l'ère de l'IA. D'accord? Pour moi, entreprendre à l'ère de l'IA, c'est inévitable. C'est inévitable, tout simplement. Et je ne sais pas, c'est peut-être optimisme démesuré où on n'est pas conscient, ou on est un peu trop conscient. Mais j'ai comme l'impression que dans peu de temps, toutes les choses qui avaient de l'importance pour nous vont commencer à disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre relation aux choses les plus intimes, par exemple l'effort, l'Africain valorise beaucoup l'effort. Effectivement. Tu vois, on nous dit il faut travailler dur. Abdoulaye Wade qui dit il faut travailler, encore travailler, toujours travailler et beaucoup travailler. Donc c'est bien, dans le fond, c'est-à-dire qu'il faut travailler dur pour avoir, mais à l'ère de l'IA, c'est comme si le fait de travailler dur ne suffit plus. Il n'a pas vraiment suffi, réellement, mais encore pire maintenant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus juste de travailler dur, il s'agit aussi d'utiliser des leviers pour pouvoir atteindre plus rapidement ses objectifs. Et je pense que donc ça change quelque chose dans notre perception ou dans notre rapport à l'effort. Effectivement, je pense que c'est un peu ce que les Américains disent quand ils disent work smart. Not hard, exact. Exactement. Donc, il suffira plus de travailler dur. Mais je pense que à cette ère, surtout avec l'IA, tout se jouera dans la clarté. Est-ce que j'ai bien pensé à ce que je vais faire? Est-ce que j'ai tous les moyens pour bien le faire? Et l'IA va se faciliter, en fait, et tuer, justement, comme je disais, la barrière technique. Parce qu'habituellement, pour lancer une activité, lancer une startup ou bien une boîte, tu as toujours 3 barrières par défaut. Tu as le capital, la barrière de l'argent, les ressources, les fonds, la barrière des compétences, l'équipe, etc. Et après, tu vas avoir maintenant la barrière de la distribution. Donc, ça a toujours été, je vais dire, un peu le cycle de tout, peu importe le type d'activité, que ce soit dans l'informatique ou bien dans un autre secteur. Et ça, c'est là, je pense que là qu'on va vraiment mesurer l'impact de l'IA. Déjà, les 2 premières barrières tendent à s'éliminer, disparaître carrément. Donc, on peut y aller, je pense, barrière par barrière. Déjà, la première barrière, la barrière du capital. Oui. Lancer une boîte actuellement en 2026, qu'est-ce que ça demande? Ouais, ça demande pas grand-chose. Ouais. Ça demande pas grand-chose. Je pense que lancer une boîte, ça ne demande rien en termes de capital. Littéralement. Zéro carrément. Je pense que tu peux lancer avec 0 francs. Littéralement. Si tu as du crédit et de la connexion, à la limite, on va dire 10 000 alors. 10 000. Je pense qu'il faut quand même accéder à l'IA. Il faut quand même accéder à l'IA. C'est gratuit. Il y a une partie gratuite sur tous les IA. Oui, mais il y a la connexion Internet. Justement, je te dis, mes frères, je sais pas moi. Il y a toujours un moyen de te connecter. Tous les gens sont connectés. Donc, on ne peut pas dire que c'est une barrière. On ne peut plus considérer ça comme une barrière. On est sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà là, donc c'est acquis. Je pense que toute personne qui nous écoute déjà donc n'a pas cette barrière. Voilà. Déjà n'a pas cette barrière. Donc je pense que tout le monde est sur TikTok. Les passes se sont commoditisées. Maintenant, tu peux acheter des passes à des sommes modiques. Donc franchement, c'est plus une barrière tant que ça. Effectivement. Tout le monde a iPhone à Dakar et en Afrique. Je pense que si tu peux te permettre d'avoir un iPhone, tu peux lancer un business. Parce que clairement, l'iPhone, même si ça te coûte 100 000, déjà il n'y a pas d'iPhone qui coûte 100 000. Même si ça te coûte 100 000, c'est assez pour te lancer. C'est assez pour te lancer. Et c'est simple. Tu prends un produit que tu peux vendre, tu le postes, tu commences à avoir des clients. C'est aussi simple que ça. Tu sais, lancer un business, c'est facile. C'est juste que les gens, ils ont beaucoup de croyances limitantes dans leur tête. En mode, il faut que je fasse. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils appréhendent le fait de lancer un business parce que justement, ils pensent que lancer une entreprise, ça demande beaucoup de choses.
Donc, c'est des appréhensions du mode, il me faut un site internet, il me faut un logo, il me faut un nom, il me faut du capital, il me faut que mon grand frère qui est douanier me donne de l'argent. Il faut, et on pense il y a aussi la partie des croyances limitantes, quoi, les barrières psychologiques, culturelles, sociaux, de tout ce qu'on a surtout ici au Sénégal. Tu as un ami qui vend des chaussures, prends les chaussures, tu mets un statut, tu lances ton Effectivement. Maintenant, après, il y a d'autres choses plus avancées. Mais se lancer, c'est littéralement juste commencer à avoir ton premier client. Et dès que tu as un premier client qui achète ton produit et que tu fais de la marge, on peut dire que tu as commencé ton business. Effectivement. Et c'est ça un business, en fait. C'est avoir un produit, savoir à qui le vendre et aller lui vendre ça, en fait. Tout simplement. Et là, je vois encore des choses, avec l'IA, tu n'as plus besoin d'être expert en marketing, tu n'as plus besoin de faire de ton copywriting par toi-même. Je pense que là, tu passes à la deuxième barrière, justement. Après la barrière du capital, tu as la barrière de l'équipe et des compétences, en fait. C'est ça. Habituellement, on va te dire, donc, monte une équipe, trouve un expert marketing, trouve un développeur, trouve un expert commercial, etc., etc. Au début, tu n'as pas les fonds pour avoir des experts. Vous commencez à 5, à 10. Tu prends tes copains qui ont chacun une compétence particulière et ensemble, vous les lancez une activité. Aujourd'hui, je pense que l'IA va tendre à diminuer ce besoin de commencer à 10. On peut dorénavant commencer on est seul, on commence. Ou bien juste 2 personnes qui commencent à faire toute cette chaîne-là grâce à l'IA. Non, je pense même qu'une personne, ça fait sens. Une personne, c'est vraiment pour choix. Mais moi, je connais des gens, des solopreneurs qui font tout seul beaucoup d'argent. Et le gars là qui a rejoint OpenAI, je pense, il a fait une boîte à $1 milliard tout seul. Ouais. Tout seul. C'est-à-dire qu'il a juste orchestré des agents et tout seul, il a fait $1 milliard. Ça, il y a 5 ans, c'était inimaginable. Non, c'est sûr. C'était pas possible, carrément. Inimaginable, tout simplement. Et donc, si en 5 ans, le monde a tellement changé que des choses qu'on pensait impossibles deviennent possibles, et que je sais même pas, je pense que toutes les télés, toutes les radios, tout le monde devrait parler. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais ça me choque. Parce que là, tu parles déjà de la barrière juste. Il a fait ça tout seul. Mais autre chose d'incroyable, il a fait ça en combien de temps? Oui. Surtout ça, parce que déjà, en 2020, pour lancer juste un SaaS, on parle pas encore de combien d'argent tu fais, mais lancer un SaaS, il te faut une équipe de 5 développeurs. Il te faut 18 mois pour faire un SaaS. Ouais. Actuellement, en 2026, toi seul, tu peux lancer ton SaaS en 2-3 semaines. 2-3 semaines. Demain. Non, tu peux drafter ça aujourd'hui en 2 heures et le lancer, en faire un vrai business en 2-3 semaines. Clairement. Avoir de l'argent en 2-3 semaines. Clairement. Et ça, c'était inimaginable en 2020. Clairement. Donc, on va essayer de structurer tout ça. Je te laisse dérouler et on essaie de voir un peu, de donner notre avis sur les choses, dépendamment de la posture ou bien de la fonction des gens qui nous regardent. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Je pense que c'était intéressant comme sujet. Je pense qu'on a déjà posé le cadre sur ce qui a changé. Je pense que là, normalement, tant que tout le monde comprend que nous sommes dans une nouvelle ère. Maintenant, quel impact sera pour chacun? En fonction des tranches d'âge déjà, en fonction des types de business que nous voulons faire. Là, on va aller peut-être beaucoup plus en profondeur sur ça. Disons, par exemple, pour lancer un business avec, disons, style agence. Oui, bon, moi déjà, je veux commencer par un petit disclaimer. Tu vois, le disclaimer, c'est quoi? C'est que les gens, quand on dit entreprendre à l'ère de l'IA, ça ne veut pas dire forcément que tu vas avoir un produit IA. Effectivement. D'accord? Quand on dit entreprendre à l'ère de l'IA, ça peut vouloir dire avoir un produit IA, ou utiliser l'IA pour mettre en place un produit qui n'a pas de rapport forcément avec l'IA. Je donne un exemple. Faudrait d'abord expliquer, c'est quoi un produit IA? Exactement. Pour moi, un produit IA, c'est-à-dire un produit dans lequel tu utilises l'IA. C'est-à-dire que dans les use cases même, enfin, dans les fonctionnalités, il y a de l'IA. Je dis par exemple, si tu fais un assistant qui répond directement à tes messages WhatsApp, là, c'est l'IA qui répond. Ça, c'est un produit c'est un produit IA. Si tu fais un produit qui utilise un modèle d'IA pour pouvoir automatiser telle tâche, ou pouvoir utiliser un modèle derrière pour répondre automatiquement, ou pouvoir envoyer des mails ou ce genre de choses, là, c'est un produit IA. Tu vois? Si tu fais
En tout cas, tout ce qui touche dans l'automatisation, tout ce qui touche dans la réponse automatique, tout ce qui touche dans une fonctionnalité que l'IA va faire pour l'utilisateur et que l'utilisateur sait qu'il vient pour utiliser l'IA pour gagner du temps, là, c'est un produit IA. Ok, donc là, c'est clairement quelqu'un qui... L'IA est carrément une fonctionnalité de son produit. Exactement, c'est une fonctionnalité ou même le cœur du produit. Le cœur du produit. Tu vois? Qui est différent de faire des produits grâce à l'IA. Exactement. C'est ça. Je pense que c'est le bon thème. C'est faire des produits grâce à l'IA. Aujourd'hui, tu peux faire un produit qui n'a pas du tout de rapport avec l'IA, forcément. Un produit, je sais pas, moi, je donne un exemple. Tu peux faire un SaaS de gestion de stock qui n'utilise pas forcément l'IA, qui fait juste gestion de stock classique, mais tu as utilisé l'IA pour le faire. Je pense que hier, il y a un de tes clients qui t'a envoyé un outil qu'il a vibe codé, gestion de RH. Il a fait tout seul. L'outil en soi n'utilise pas l'IA dans l'outil, mais en soi, derrière, c'est l'IA qui a permis à un comptable de formation qui n'a aucune expérience de développement. Il a fait carrément un SaaS qui lui permet de gérer tout le personnel de leur entreprise, en fait. Bon, un SaaS, je dirais pas un SaaS. Hein, pas encore un SaaS parce que c'est pas déployé, mais le modèle, c'est carrément comme un template dans SaaS habituel. C'est ça. Tu vois. Ouais, donc pour moi, c'est ce petit disclaimer, il est important. Donc, il y a lancé un produit IA ou lancer un produit grâce à l'IA. Et c'est important de savoir que peu importe ton domaine, tu peux lancer un produit grâce à l'IA. Effectivement. Parce que des fois, les gens se disent, l'IA ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire de l'IA et donc je ne vais pas m'intéresser à ça. Alors que pas du tout, en fait. Peu importe ton domaine, tu peux faire ton produit ou tu peux lancer un service grâce à l'IA. Ça ne veut pas dire que tu seras forcément quelqu'un qui travaille comme expert IA dans une startup. Parce que, par exemple, quand on dit l'IA, les gens pensent à des startups comme Awa, par exemple, qui veulent venir disrupter un marché carrément. Les gens pensent à des startups qui sont comme OpenAI, tu vois. On pense à des startups comme XAI. Le cœur de leur travail, c'est l'IA, en fait. Donc, il faut des experts IA, il faut des data analystes, des data scientists, etc. Mais c'est différent de l'aspect sur lequel on est actuellement. Exactement. Où on parle de comment entreprendre avec l'IA. Ouais, ou les deux, hein. Les deux aussi, hein. Ouais. Mais juste comprendre qu'il y a ces petites nuances-là. Et les deux se font, hein. Il y a des gens qui ont des startups IA et qui utilisent l'IA pour build leur startup IA. Dans ce genre de cas, allons-y maintenant carrément dans le fond du sujet. Sur ces exemples-là, on a plusieurs types de business, on a plusieurs types de modèles d'entreprise. Chacun avec le type d'entreprise qu'il veut faire, le secteur d'activité, etc. Mais prenons quelques cas pratiques, disons 5 cas pratiques. Si moi, je veux mettre en place une agence marketing, je veux mettre en place une agence marketing. Donc, agence marketing, ça parle de réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux, on vend des services de gestion des réseaux sociaux, de stratégie digitale, etc. Où est-ce que l'IA va venir maintenant s'insérer dans ce processus-là? Alors, moi, disons que je veux lancer une agence de com, comme tu dis, une agence marketing, qui aide, je sais pas, les entrepreneurs à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Tu vois? Ça, c'est un business qu'on a déjà fait. Clairement. On comprend un peu. Mais par exemple, dans toutes les tâches d'un social media manager, disons que je suis social media manager et que je vais lancer une agence, il y a beaucoup de choses redondantes. Énormément de choses redondantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un client, déjà, la première chose, il faut aller prospecter. Déjà, il faut aller prospecter. Et même avant la prospection, disons que, oui, tu veux quand même faire l'erreur classique de faire un logo, tu vas faire un Justement, site là, web. par exemple, disons que tu es en train de donner le décor. Avant, comment ça se passe? Avant, déjà, pour moi, bon, c'est un conseil que je donne. Moi, j'aurais conseillé à la personne de se nicher. Parce que juste lancer une agence social media, c'est classique, en fait. Il y a beaucoup de concurrence et tu ne te démarques pas réellement. Donc, je pense que ce qui va réellement marcher en 2026, en tout cas sur la partie social media, c'est des gens qui sont nichés. C'est de se dire, OK, je pense que la niche cosmétique, ça me parle. La niche fashion, ça me parle. La niche agriculture, ça me parle. Au lieu de faire une agence classique de marketing pour tout le monde, peut-être que je devrais me nicher sur l'agence social media des marques cosmétiques. Ça, déjà, ça te sort du lot parce que tu développes une expertise
à chaque client qui vient te permet de développer ton expertise encore davantage, à la différence d'avoir 5 clients dans 5 domaines où tu dois être expert dans 5 domaines, tout simplement. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que au fur et à mesure que tu délivres avec tes clients, ce qu'on appelle productize, tu livres un service, mais en soi, en essayant de le productiser. Tu essaies de le productiser. Donc, en réalité, c'est le même service que tu offres à tout le monde. Et au fur et à mesure, tu as des templates, tu as des workbooks, tu as des façons de faire qui sont quasi réplicables. Et donc, scaler devient beaucoup plus simple. Parce que tu n'as pas besoin de reprendre à zéro à chaque fois que tu as un nouveau client qui est dans un nouveau domaine. C'est un. Et puis, mais deuxièmement, en termes de perception aussi, tu te positionnes facilement parce que quand tu parles à tout le monde, finalement, tu ne parles à personne. Ouais, clairement. Quand tu dis je suis de l'agence. Cible, en fait, c'est important d'avoir une cible et de la connaître, de la maîtriser. C'est pour ça que la niche est importante. Parce que quand tu as une niche, là, tu commences à comprendre la niche, tu commences à comprendre leurs besoins, comment ils parlent, quelles sont leurs problématiques et comment est-ce que tu dois faire ton marketing pour pouvoir les attirer. Aujourd'hui, les gens qui sont dans l'écosystème de tout ce qui est marque cosmétique, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins que ceux qui sont dans l'écosystème de, c'est pas les couturiers ou c'est pas les mêmes choses que ceux qui sont dans l'informatique ou ce genre de choses-là. Et après, il y a cet aspect aussi humain. Pour mettre en place une agence de marketing, il te faut une équipe. Au 3e client, voire 4e client, un CRM ne suffit plus. Il faudra que ça se multiplie en fonction du nombre de clients que tu vas avoir. Oui, ça encore, c'est avancé. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Au début, la première chose, c'est de se nicher. Pour moi, avant même de lancer ton business, c'est de décider quelle niche, moi, je pense que j'ai attaqué. D'accord? Et même si tu sais pas, choisis une niche. Choisis une niche que tu as peut-être ton ami, ou tu connais déjà des gens que tu peux aller targeter, que tu connais déjà. Tu dis, ok, ils sont dans tel domaine, je vais choisir une niche ou 2 niches, ou je vais me limiter à ça. Ça te permet déjà de gagner en énergie. D'accord? Mais ça te permet énormément de choses à faire sur le long terme. Donc, que j'ai déjà dit, donc, tu productises ton service au fur et à mesure, tu as une réelle expérience dans ce domaine-là, et donc, quand tu parles, on sait que tu es pertinent par rapport à ce domaine-là, et tu sors du lot, clairement. Donc, ça, déjà, tant que c'est fait, tu as ton nom, tu peux aller utiliser l'IA à partir de maintenant pour pouvoir dire, OK, fais-moi un plan parce que je veux faire un tel comme business. Fais-moi un plan qui me permettrait de pouvoir avoir mes premiers clients en 30 jours. Là, l'IA entre en jeu. Même dans le choix de la niche, en réalité, si tu sais pas trop, tu peux utiliser l'IA. Tu fais un travail de recherche. Tu dis, OK, je vais me lancer. Voici les niches qui me parlent. Voici moi, ce qui me parle et ce que je pense que je peux, les gens que je peux aller trouver facilement. Parce que ça aussi, c'est important au début quand on se lance. La plupart du temps, on cherche, on se dit, où est-ce qu'il y a l'argent? Et les gens essaient de mettre en place des business pour aller chercher là où ils pensent qu'il y a l'argent. Alors que le plus simple, c'est de prendre l'argent des gens qui sont entourage au début. Ouais. Tu vois, si tu es dans une famille où tout le monde est couturier, pourquoi tu vas faire agence pour le pétrole et le gaz? Tu veux te lancer, mais commence par ta famille, commence par ton quartier, commence par ton environnement immédiat, et après, au fur et à mesure, tu peux scaler. Ça permet de faciliter dans des assets les plus importants du réseau. Clairement. Tu as déjà un réseau, tu commences à l'exploiter, en fait. Exploite-le, en fait, tu vois. Et donc, tout ça, l'IA peut t'aider dans cette analyse. Bon, si je te suis bien, la première étape, c'est déjà le brainstorm. Oui, l'IA t'aide à déjà structurer. Tu brainstormes avec l'IA, tu structures ton idée. C'est quoi l'idée? À qui je vends? Qu'est-ce que je leur vends? Comment je les atteins? Donc, il y a toutes ces questions, en fait, qu'il faut se poser au début quand tu lances une activité. Et ces questions-là, l'IA peut t'aider, en fait, à y répondre. Oui, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais pas trop. Oui, c'est pas l'IA qui décide. Oui. L'IA t'aide à brainstormer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le faire, mais pas trop dans le sens où il faut pas trop aussi perdre son temps à tout le temps réfléchir avec l'IA. Parce que réfléchir avec l'IA, c'est jouissif, quoi. C'est tout le temps, tu as de nouvelles idées. Le plus important, c'est de faire ça, effectivement, d'avoir une base, mais c'est de se lancer, quoi. Après, avec la pratique, avec le feedback, tu itères. Parce que beaucoup aussi se perdent, ils ont 50 000 projets avec Claude ou avec ChatGPT qui sont très bien écrits, très beaux, et finalement, on le lance jamais. Je pense qu'on a déjà posé le décor. Là, on est dans le cadre clairement de quelqu'un qui veut se lancer, qui a déjà choisi, qui veut faire une agence de marketing digital. Donc, première chose, qui doit trouver une niche. Comment trouver cette niche? Comment utiliser l'IA dans cette première étape? Oui, on sait qu'il a déjà une idée. Il va pas aller chercher 50 000 idées, quoi. Il est déjà fixé dans une idée. Comment il utilise l'IA pour cette idée-là?
en tout cas. Ça, c'est ça, le c'est premier déjà sujet. Après, le lancement, c'est simple. C'est choisir un nom. Ça, bon, ça, c'est pas un sujet. On le go, si tu veux. Tu peux faire une charte graphique, ça, tu peux faire. Mais en fait, ça, c'est des erreurs classiques. Si tu perds trop de temps là-bas aussi. C'est pas le plus important. Le plus important, quand tu as l'idée, le plus important, c'est le premier client. C'est-à-dire que tout ce que tu feras entre l'idée et le premier client, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, dès que tu as l'idée, avant même de choisir un logo ou une charte graphique, commence à contacter les gens que tu connais et parle-leur de ton idée, en fait. Tu n'as même pas besoin d'avoir de nom de ton agence. Parce que des fois, en Afrique, on est trop dans, il faut que j'ai un nom qui soit cool, il faut qu'on ait une charte graphique, alors que tu n'as pas de client. La plupart du temps, c'est en parlant à ton futur client, même que tu as des idées de comment tu peux affiner ton idée. Tu as une idée, tu penses que tu vas lancer une agence. Contacte les gens que tu connais. Bonjour, comment tu vas? J'ai vu que tu étais dans tel domaine. Alors, je pensais à faire ça, tel. Et puis, tu commences à prendre des problématiques. Sur quoi tu penses que je pourrais être utile? Dans quoi je pourrais aider? Et là, ah oui, non, moi j'ai un problème tel. Ah, ce serait bien que tu puisses faire. Puis après, c'est du feedback que tu prends. Et peut-être tu les closes dans le call, hein, sans même avoir de nom, ni de logo, ni quoi que ce soit. Les plus grands businessmen, ils font du business tout de suite. Ils n'attendent pas. D'accord? Maintenant, après, quand tu auras tes premiers clients, là, il faut structurer, là, il faut aller sur les réseaux sociaux, là, tu vas faire un plan marketing, là, tu vas faire un logo, une charte graphique encore. Mais ça, je vais pas m'attarder parce que je ne trouve pas que c'est la partie la plus importante. Mais quand maintenant tu vas avoir ton premier client dans le delivery, c'est là vraiment que l'IA va avoir une vraie valeur dans le delivery. Parce qu'aujourd'hui, une agence marketing, par exemple, ou toutes les agences, hein, c'est la même chose que tu délivres, mais c'est un service. Ça veut dire que tu vas refaire le même travail la plupart du temps avec tous les clients. D'accord? Par exemple, si on prend le cas d'une agence marketing, le CM doit faire une stratégie pour chaque client. Déjà, dans la stratégie, il y a audit, benchmark. Il y a toutes les étapes classiques, toutes les étapes sur lesquelles il faut passer une par une, quoi. C'est ça, voir les competitors, comment on dit ça, là, tu vois, le tableau comparatif des différents concurrents, etc. Et choisir, proposer des insights, proposer ce que tu vas faire, des piliers de contenu. Enfin, c'est tout un travail derrière que si tu devais le faire seul, là, tu aurais perdu des jours et des jours à le faire. Si tu veux vraiment bien le faire. À l'ère de l'IA, tu peux le faire avec ChatGPT en 2-3 heures. 2-3 heures même, c'est avec beaucoup de marge. D'accord? Donc, quand tu as un client, au lieu de prendre 2 jours, 3 jours à juste lui proposer, parce que le client, en réalité, ce qu'il veut aussi, c'est du résultat. Le client ne veut pas que tu prennes le contrat et te payes. Tu dis, dans 2 semaines, je t'envoie le calendrier éditorial. Ça, c'est le problème des CM. Ils se rendent pas compte que la personne, dès qu'il te paie, dès qu'il te donne ton argent, il veut tout de suite en Afrique, c'est comme ça. C'est que je te donne mon argent là, c'est que je veux le résultat tout de suite. Et c'était pas possible avant. Si tu veux vraiment bien faire ton travail, tu es obligé de prendre du temps, de faire le benchmark, de faire une proposition, de faire après un calendrier éditorial et de venir créer le contenu avant de pouvoir publier. C'est-à-dire qu'entre on a signé le contrat et le premier contenu, il a été publié, c'est au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est toute une analyse, en fait, qu'il faut faire, qui peut prendre beaucoup de temps. Si on veut un bon résultat. Et la l'IA vient de réduire énormément cette barrière. Ça, tu fais en 2-3 jours. Avant, tu vas entrer sur 10 sites, tu vas comparer, tu vas regarder les pages Instagram de 5 concurrents, etc. Voilà. Et l'IA te fait le tableau comparatif en une requête, 5 minutes. Clairement. Si tu as de bons prompts. Si tu as les bons prompts, surtout. 5 minutes. Maintenant, il faudra juste, rajouter ta touche. Tu as un peu de goût, discuter avec les gens pour que ce soit aussi pas trop générique. Mais dans la réalité, c'est que un truc que tu devais faire en 2 heures, 3 heures, tu vas finir par le faire en 30 minutes. Et maintenant, imagine le gain pour quelqu'un qui était seul, qui doit prendre 2-3 jours pour faire une tâche. C'est-à-dire que ça limite le nombre de clients qu'il peut prendre. Aujourd'hui, si tu te lances, tu peux prendre beaucoup plus de clients et les services, pouvoir leur servir plus efficacement et gagner plus d'argent en travaillant moins. Et ça, il y a 2-3 ans, c'était pas possible forcément. C'était pas, mais peu importe comment tu optimises, tu as des templates, peu importe, tu finis toujours à un moment à avoir des consultants, des gens qui sont là et qui font le même travail. En fait, écrire des stratégies, écrire des plannings éditoriaux, valider des contenus, ce genre de choses. Même les idées de contenu, ça facilite tellement les gens, mais à l'ère de l'IA, idées de contenu, c'est plus un sujet. C'est pour ça que je te dis que
Vu qu'il n'y a plus de barrière d'idées, il n'y a plus de barrière de capital, la seule chose qui compte maintenant, c'est l'action. C'est-à-dire que à quelle vitesse tu poses les actions, à quelle vitesse tu exécutes, à quelle vitesse tu distribues ton travail. C'est ça le vrai mot, en fait. Ça va être donc pour les business d'agence. Oui. Pour tous les ça s'applique à tout le monde, clairement, en fait, en mais réalité. pour quelqu'un qui va faire une agence, oui, clairement. Donc brainstorm, choisis une niche, mais ne t'attarde pas dans le brainstorm aussi. Choisis une niche, commence à contacter les gens que tu penses qui sont dans cette niche pour recueillir leurs besoins. Close ton premier client, et après utilise l'IA pour délivrer. Mais dans une logique aussi, c'est-à-dire que quand tu délivres la première fois, faut pas te dire, OK, je vais juste délivrer pour ce client. Faut te dire, OK, est-ce que je vais délivrer, mais aussi documenter la façon dont je délivre. Exactement. D'accord? Pourquoi? Parce que demain, si tu as un deuxième client, pour que tu n'aies pas à refaire le même process, en fait, il faut à chaque fois que tu as un nouveau client, que tu gagnes en temps. Et moi, là, je vais faire un petit disclaimer sur cet aspect-là. Ce qu'on dit, c'est pas laisse l'IA faire tout à ta place. On ne dit pas aussi de faire la même chose pour tous tes clients. On ne dit pas de juste croiser les bras et laisser l'IA dérouler. Parce que ça, à la fin, ça va sortir quelque chose. Il y aura un manque d'authenticité dans ton travail. En effet. Au bout du 5e client, 10e client, tu risques d'entendre ça ressemble trop à ce que vous avez fait ça ressemble à ce que je vois tous les jours. Parce que quand même, l'IA puise des mêmes bases. Donc aussi, prendre le temps de bien prompter. Et ça, c'est là où se joue la différence, c'est dans les prompts. Actuellement, à cette ère justement de l'IA, on parle maintenant de prompt engineering. Tu vois des personnes qui sont spécialisées dans le fait de pouvoir éditer de bons prompts, en fait. Et pour ce faire, il faut déjà maîtriser un peu son sujet. Prendre le temps de se documenter par rapport au domaine de ce client. C'est quoi les réalités derrière? Qu'est-ce qui est vraiment attendu par les clients de mon client? Et après ça, du coup, tu pourras mieux communiquer avec l'IA pour faire des prompts de meilleure qualité et avoir des résultats de meilleure qualité. En effet. Et l'autre aspect sur lequel j'aime bien faire toujours le disclaimer avec les équipes, être exigeant avec l'IA. Il est bon, il est très bon quand même, mais c'est un flemmard. Comme nous. C'est un flemmard. Si tu n'es pas très exigeant avec ChatGPT ou bien avec Claude, il va toujours te donner la première solution, ou bien il va lui-même, en réalité, économiser un peu ses tokens. Parfois, il faut intégrer dans les prompts des phrases qui lui disent d'aller plus loin, d'analyser avant de générer, de comparer tel avant de générer, et après avoir généré, vérifier que ce qu'il a généré est exactement ce que je lui avais demandé. Sinon, parfois, il vous laisse de petites coquilles, et si vous ne prenez pas le temps de lire, vérifier, comparer les versions, bonjour les dégâts. Mais bon, tu peux aussi utiliser différents outils pour les challenger entre eux. C'est-à-dire que tu peux faire un travail avec Claude et aller le challenger sur ChatGPT et vice-versa. Tu vois, ce genre de choses aussi. Oui. Ça marche dans une certaine mesure. Mais effectivement, et je pense que ça revient au prompting. Ça revient juste au prompt. C'est-à-dire que quand tu dis, au lieu de lui dire juste fais-moi un rapport, tu lui donnes un contexte. Tu lui dis, en tant qu'expert dans tel domaine depuis plus de 20 ans, avec un niveau de Harvard, je veux que tu me fasses un rapport avec tel. Et ça aussi, qu'est-ce que ça suppose? Ça présuppose que toi aussi, parce que tu lui demandes de faire, tu en sais un peu. C'est ça, en fait, exactement. Ouais. C'est pas juste lui-même va trouver l'idée, va implémenter, va l'exécuter, va me donner de l'argent demain. C'est ça. Ou bien, autre chose aussi, c'est de demander, avant de commencer à prompter, de demander à l'IA, quelles sont les questions que je devrais te poser pour avoir le meilleur prompt possible. Merci beaucoup. Lui demander parfois qu'est-ce qu'il en pense, etc. C'est ça. Et lui-même va challenger le prompt que tu lui donnes, en fait. Exactement. Toute personne qui veut faire une agence actuellement, c'est assez clair. Là, oui. Je pense qu'on peut passer à une deuxième catégorie, et je pense, moi, c'est ce qui me drive le plus actuellement. Les SaaS. Là, ça, je pense que c'est notre domaine aussi. Les SaaS. Actuellement, à l'ère de l'IA, qu'est-ce qui change là? Entre déjà faire un SaaS en 2020-2021 et maintenant faire un SaaS maintenant en 2026. Je te retourne la question. En 2020-2021, ça te prend déjà beaucoup de cash, il te faut une équipe, ça prend du temps. Pour déjà développer une plateforme qui est stable, qui est bien faite, qui répond à un besoin. La première barrière qui venait déjà, dès le début, c'était le capital. Après, tu as la barrière de l'équipe.
après la barrière de l'équipe, maintenant, ouais. Surtout si tu es un développeur comme si tu es informaticien, c'est après avoir fait tout ça qu'on pense à maintenant où est-ce que je vais trouver mes clients. Mais avant ça, il y a la barrière de la compétence. Bah, l'équipe. Oui, l'équipe, mais la compétence aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as envie de faire un SaaS que tu fais un SaaS, en fait. Avant, c'était pas comme ça. Là, tu parles de quelle compétence? La compétence de pouvoir, au moins, même si tu n'es pas développeur, comprendre ce que ça demande de développer un logiciel. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. En tant que développeur, habituellement, direct, on a une petite idée, tac, tac, hop. Regardons une équipe de dev, on commence à développer. Puis, après être allé très loin, après avoir brûlé beaucoup de carburant, non, OK, comment on vend? Je pense qu'à l'ère de l'IA, vu que la barrière technique, la barrière du fait de développer cette application n'est plus le gros problème, il faut repositionner les cartes, en fait. À qui qu'est-ce qu'on vend déjà? Quel besoin on règle? Pour qui on le règle? Comment on l'atteint et comment on lui vend la solution? Et c'est ces questions-là qu'il faudra d'abord se poser à l'avance, avant même de commencer n'importe quel type de développement. Je pense qu'on reviendra encore après sur le comment du développement, comment ça a beaucoup changé en 2026. Mais ce que tu dis, c'est biaisé, hein? Ça veut dire que, en fait, toi, tu parles de ton prisme de développeur. Mais justement, ça fait partie des choses que l'IA casse, c'est que tu n'as plus besoin d'être développeur pour faire des logiciels. Ouais, effectivement. Et donc vous n'avez, en fait, c'est vrai que les développeurs, ils ont d'autres problèmes de dev, parce que moi, je suis dev, mais pas trop. Mais il y a aussi la personne qui ne se connaissait pas du tout en informatique, qui ne sait même pas ce qu'est front-end, back-end, qui peut mettre un logiciel en place. D'accord? Et ça, je pense qu'ils ont deux problématiques. On va commencer par les devs. Moi, les devs, franchement, c'est mes amis, mais pas trop. Bon, moi, je dis, j'ai un diplôme en ingénierie de conception logicielle à l'ESP, mais vraiment, j'ai toujours eu un problème avec mes amis devs, tu vois. Parce que je disais ça sur LinkedIn la dernière fois. Une des choses qui m'exaspérait le plus autant, c'était qu'il y avait beaucoup de concours à l'école, à l'université. Et dans ces concours, il y avait beaucoup de projets qui sortaient chaque année. Et dans les pitchs que les étudiants font, moi je regardais des pitchs et ça ne m'emballait pas dans le sens où ils ne présentent que le produit, les fonctionnalités du produit, la vision, l'innovation intérieure qu'il y a dans le produit, mais jamais au plus grand jamais, ils ne parlent du marché. Qui est la cible, qui est-ce qu'on vend, à combien on vend. Et moi, c'est une période où je commençais l'entrepreneuriat, mais je me disais comment ils allaient réussir à trouver des clients, alors que c'était pas du tout leur sujet. C'est-à-dire qu'à l'université, on forme des gens qui ont l'habitude d'être dans un laboratoire, qui font des produits super innovants, mais totalement déconnectés du marché. Mais vraiment totalement déconnectés du marché. C'est exactement ce que je dénote, en fait, justement. Pour le focus, c'est sur le produit, sur ce que je vais faire, comment il va être incroyable, comment il va être révolutionnaire, et à qui je le vends. Ah, la distribution. Comment je le vends. Là, actuellement, c'est un sujet de distribution. Actuellement, on ne peut plus réfléchir à un produit, à une startup, peu importe, sans penser à qui est-ce qu'on va le vendre et comment. Je pense que c'est le plus difficile. Déjà, réfléchir à une startup, à un SaaS, dorénavant, à l'ère où nous sommes là actuellement, on a une grosse chance quand même, je pense. Déjà, le problème de l'Afrique a toujours été le même. On a beaucoup de solutions qui marchent déjà en Occident, qu'on ne peut pas juste réutiliser en Afrique. Et je pense que c'est le plus gros marché actuellement que l'IA a ouvert pour les Africains. Trouver un SaaS occidental qui marche, comprendre comment le modèle, trouver le gap qui existe pour que les Africains l'utilisent et le répliquer. Mais selon toi, pourquoi les outils occidentaux ne marchent pas quand on les réplique tels quels comme ça en Afrique? Parce qu'ils n'ont pas été faits pour ce marché. Et qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Souvent, il y a la barrière des langues parfois. On a beaucoup de personnes qui sont illettrées, etc. Il va y avoir parfois aussi le coût, la barrière du coût. Après, il y a la barrière de l'ergonomie en réalité. Ça, c'est mon sujet, ça. Il y a la barrière de l'ergonomie. Et donc, du coup, si moi, je veux monter une boîte, c'est quoi? Je regarde un SaaS qui marche aux États-Unis, en France. Je réplique pour les Africains. Je vérifie ces gaps-là, je les règle grâce à l'IA. Comment je fais pour marcher ça? Comment faire marcher ce genre de boîte? Bon, en fait, pour moi,
Tu sais, moi, quand on parle d'IA, l'IA pour moi, c'est la fin. Pour moi, la base, c'est comprendre les habitudes de consommation. Oui. En Afrique, tu ne réussiras jamais à avoir une solution qui est adoptée par tous si tu ne comprends pas les habitudes de consommation des gens à qui tu veux vendre ça. C'est-à-dire que comment ces gens-là règlent déjà le problème que tu veux régler sans ton application. C'est-à-dire que la première des choses à comprendre, c'est que en Afrique et partout d'ailleurs, nous, on a l'habitude de voir un problème, de proposer une façon de régler le problème sans prendre en compte la façon actuelle dont les gens le font sans ton application. Et on ne peut pas réussir si on demande aux gens de changer leur façon de faire. Le bon design, quand tu disais, la bonne ergonomie, c'est celle qui vient juste s'adapter à la façon actuelle de faire, de sorte à ce que l'utilisateur n'ait même pas l'impression qu'il est en train de changer d'habitude. Moi, pour moi, la plupart des solutions qui ne marchent pas, et pourtant qui sont pertinentes, hein, c'est parce que derrière, on propose une solution, mais la solution propose aussi une nouvelle façon de faire. Et les gens sont déjà habitués à leur façon de faire. Il y a un coût, la résistance au changement. Les gens n'adoptent pas forcément au nouveau, à moins que ce soit vraiment un painkiller, c'est-à-dire que tu résous vraiment une douleur telle que si on n'utilise pas ton produit, on n'avance pas. Mais ça encore, les Africains sont débrouillards, ils trouveront un moyen de faire ça. Si en 2026, on voit toujours des gens qui utilisent des factures sur papier, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens pour faire ce qu'ils veulent faire. Même s'ils savent que c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas pour autant qu'ils vont utiliser ta solution. Je pense que justement, ça, tu montres déjà une des barrières qui existent. Et donc, le fait de croire que moi, je vais mettre en place une solution qui va être tellement révolutionnaire que tout le monde viendra. C'est pas moi qui vais vers les gens, mais c'est eux qui vont venir vers ma solution. C'est déjà un red flag à la réussite de ta solution. Oui, pour moi. C'est-à-dire que la question des habitudes de consommation, c'est un sujet. C'est-à-dire que, déjà, ça, c'est encore comprendre les habitudes de consommation. Nous, on n'a pas une maturité technologique telle que on va chercher les outils. Effectivement. Et souvent, l'Africain, par défaut, ne connaît pas, par exemple, 10 alternatives à son problème. Comme ça se passe sur le marché américain. Absolument pas. Donc, c'est pour ça que moi, je cible d'abord, je dis, une solution qui a été mise. Je ne cherche pas l'idée révolutionnaire. Mais il y a un gap. Il y a un grand gap qui existe entre tout ce qu'on a comme solution, qui a déjà été fait, implémenté, qui a réussi à faire des millions et n'est pas encore arrivé en Afrique. Bon, ça, c'est un sujet. Bon, pour moi, ce gap-là, dès que tu comprends les habitudes de consommation, tu comprends c'est quoi le vrai blocage. La plupart du temps, comme tu as dit, pour moi, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, hein. Personne n'a la réponse, sinon j'aurais déjà ma boîte à 1 milliard. Mais en tout cas, pour moi, l'idée, c'est de comprendre comment les gens utilisent la technologie en Afrique et quels sont les blocages naturels qu'ils ont. Les problèmes naturels, c'est que les gens peuvent ne pas utiliser ta solution parce que même si ta solution règle le problème, en réalité, ils n'ont pas l'impression que tu leur fais gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière d'apprentissage encore. Il faut que tu les éduques encore à ta solution pour qu'ils l'utilisent. Donc ça aussi, c'est une barrière. À la différence de, par exemple, quand tu lances une solution aux États-Unis, les gens sont déjà éduqués. Il n'y a pas un travail de rééducation du marché. Et donc, ces gens-là, ce que tu fais, c'est pertinent, ça règle le problème. Ils n'ont pas besoin de te demander pourquoi ce truc rouge, ça veut dire me déconnecter. Alors que ici, tu as besoin de faire une solution tellement simple que les gens n'aient pas à poser des questions. Et ça, c'est un challenge. Challenge de l'ergonomie. Ça, c'est un challenge. Faire tellement simple. Pour ne pas dire ergonomie, facilité d'utilisation, en fait, de la solution. Non, c'est un challenge. Parce qu'en fait, peu importe à quel niveau c'est facile pour toi, c'est la personne qui développe. On demandera toujours pourquoi croire, ça veut dire fermer la fenêtre. Parce qu'on n'a pas. Comment ça se règle actuellement avec l'IA? Pour moi, il faut s'inspirer de. Il n'y a pas de formule magique, mais il faut s'inspirer de ce qu'ils ont réussi. Je pense que Wave l'a bien réussi au Sénégal, en tout cas, et dans les pays dans lesquels ils opèrent. Yango l'a bien réussi. Pour moi, il faut s'inspirer de ça. Et une des solutions que je vois qui marche bien, en tout cas dans les applications mobiles, c'est la solution One Pager, où toutes les informations sont sur une seule page, en tout cas toutes les informations utiles. Et donc la personne n'a pas l'impression d'être devant un livre où il doit chercher ici, ça. C'est comme WhatsApp aussi. WhatsApp, tu l'ouvres, tu as l'application, tu n'as pas besoin de
Tu vois, de voir où sont mes discussions, c'est en 2-3 clics, tu fais tout ce que tu veux faire. Pour moi, c'est une question de minimisation du nombre de clics. D'accord? Mais aussi de maximisation. En Afrique, on n'a pas besoin de solutions complexes. C'est-à-dire que si tu commences une solution et que dans ta solution, tu veux régler en même temps 3 problèmes, 4 problèmes, tu as perdu les gens. Effectivement. Il faut choisir une problématique précise et les régler en 2-3 clics. Pour moi, cette problématique précise-là, c'est quoi? Les gens veulent envoyer de l'argent, comme sur Wave. Wave a simplifié. Aujourd'hui, payer sur Wave, c'est simple. Tu entres sur l'application, tu cliques sur la carte, tu scannes. L'argent est parti. L'autre veut t'envoyer, il fait la même chose. Il n'y a pas de friction. C'est-à-dire que si on devait entrer aller voir payer, choisir le nom de la personne. Enfin, en réalité, on fait tout ça, hein, mais dans le process, c'est tellement fluide que la personne n'a pas l'impression qu'il est en train de faire tout ça. Et je pense qu'une des façons de faire donc, du design thinking qui pourrait vraiment aider les Africains, c'est de faire de sorte à ce que toute la complexité soit dans le back-end. Et que dans le front-end, que l'utilisateur ne voit que 2-3 boutons au maximum pour faire tout ce qu'il a à faire. Et c'est ça le challenge derrière, parce que ça, c'est très contre-intuitif pour nous qui avons l'habitude de concevoir des solutions. Il y a des choses que tu penses simples, parce que quand tu ouvres, par exemple, l'application de Yango, le design de l'application de Yango ce n'est pas quelque chose qu'un designer classique aurait fait. Tu vois, de grosses icônes, tu vois, des trucs. Enfin, tu n'as pas l'impression d'être devant une application classique des applications du marché. Et ça, c'est contre-intuitif. Si tu demandes au meilleur designer de te faire une application, la plupart du temps, il va te faire une application similaire à toutes les autres. Pourtant, Yango s'utilise très différemment. Wave aussi a apporté une nouvelle façon de faire qui sont tous les deux très uniques et qui ne sont pas comme Instagram, TikTok ou les autres trucs. TikTok, d'ailleurs, elle a réussi aussi, réellement. Mais je pense que tout se trouve dans la simplicité, tout se trouve dans le fait que la personne peut faire l'action sans même s'en rendre compte, sans même se poser des questions. Et ça, c'est pas une question de développement, justement. Justement, c'est dans la clarté, en fait. Pour moi, ça, c'est une question de psychologie du consommateur. Il faut comprendre la psychologie du consommateur. Il faut discuter avec ce consommateur. Il faut vivre son problème. Il faut le connaître assez pour savoir que des fois, tu peux avoir une solution qui est pertinente, mais derrière, c'est un facteur externe qui l'empêche d'utiliser ton problème, ta solution. Et le facteur externe, là, il peut être la connexion Internet qui n'est pas normale. Il peut être l'électricité qui se coupe souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément directement en rapport avec ta solution, mais tu fais une solution qui demande beaucoup de connexion pour être utilisée. Là, tu peux perdre une bonne partie des gens. Si tu fais une solution qui demande beaucoup d'électricité et que les gens qui l'utilisent sont dans une zone où le taux d'électrification est bas, là, c'est un sujet externe. Tu vois ce que je veux dire? Il faut comprendre l'utilisateur et comprendre l'environnement de l'utilisateur pour pouvoir lui proposer quelque chose qui sied à sa façon de faire actuelle. Il ne faudrait pas de demander de changer sa façon de vivre. Il faudrait voir comment ta solution peut s'adapter à son day-to-day, de sorte à ce qu'il continue de faire la même chose, mais en intégrant ta solution dans sa vie. Ouais, je pense que tu as parlé de Wave. Maintenant, Wave, pour atteindre le niveau auquel Wave est arrivé actuellement, beaucoup ne le savent pas, mais Wave ne date pas d'il y a 4-5 ans seulement. Wave était au Sénégal pendant des années et des années à construire en fait ce qu'on a aujourd'hui. Les Américains qui ont lancé Wave sont venus, se sont installés ici au Sénégal. Ils sont partis dans le marché, ils sont entrés à Colobane, ils sont entrés dans les différents marchés. Et ils ont pris le temps de comprendre vraiment leurs futurs consommateurs. La première version de Wave, si vous vous en rappelez, c'est pas l'application bleue qu'on a maintenant. Avant, c'était Wave Orange. C'était un service de transfert d'argent. Il n'y avait pas encore une application comme celle-là. Mais quand cette application est sortie, c'est l'une des rares applications qui a convaincu, en fait, je veux dire, dès son début, quoi. Et ça, même Yango n'a pas eu ça de la même manière que Wave, parce que ça se remarque tellement l'application de Wave est simple. Et c'est un bon exemple. Et je pense que c'est un exemple dont tout le monde devrait s'inspirer. Tous ceux qui veulent lancer de nouvelles applications, de nouveaux business, des SaaS, etc. Maintenant, dans la partie business, quand vraiment là, on a parlé beaucoup plus au concepteur, à celui qui met en place la plateforme. Maintenant, comment on fait de l'argent beaucoup plus, je veux dire, rapidement, et on utilise les leviers, en fait, que l'IA nous crée actuellement avec ça. Bon, moi aussi, je cherche l'argent. Hein. On ne sait pas. Nous, on est juste en train de réfléchir à ça. Mais
Pour moi, un des sujets qu'on n'exploite pas souvent, c'est le fait que on ne peut pas gagner de l'argent en Afrique avec toutes les solutions qui marchent en Europe ou aux États-Unis. Bien sûr. Quand je parle de s'inspirer, c'est après avoir fait la première phase. Avant tout business, avant toute entreprise, toute start-up, tout commence par identifier un besoin. Et ça ne se limite même pas à cette deuxième partie où on parle des SaaS et vraiment des applications informatiques et tout ça là. Mais même pour une agence, même pour un service, peu importe, un entrepreneur, sa première mission, c'est de régler un problème. Exactement. Trouver un besoin de ses futurs consommateurs et le régler. Donc, un SaaS qui règle des problèmes que l'Africain n'a pas encore. Il y a ça, ce que tu dis, c'est très important, mais encore pour moi, plus profond. C'est-à-dire que il faut régler des problèmes pour lesquels les gens sont prêts à sortir de l'argent aussi. Tous les problèmes, il n'y a pas d'argent dans tous les problèmes. Bien sûr. Ça aussi, c'est un sujet. Bien sûr. On a tellement de problèmes. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est encore comprendre les habitudes de consommation. Oui, effectivement. C'est la base. C'est-à-dire que dans quoi les gens dépensent déjà de l'argent. Parce que tu peux pas apporter peu importe la pertinence de la solution que tu vas apporter. Si les gens ne dépensent pas déjà de l'argent dans ça, il sera difficile de leur dire maintenant, dans votre budget qui est serré là, dans votre pauvreté, dans votre décubit de Fadjomaya là, trouvez une façon de commencer à me payer un truc que vous n'aviez pas l'habitude de faire. C'est pour ça que les fintech marchent. Pour moi, les fintech marchent parce qu'ils construisent sur une infrastructure qui est une infrastructure de l'économie réelle, quoi. Enfin, les gens dépensent déjà de l'argent. Donc, proposer une solution qui leur permet de mieux le faire, là, ça passe. Et toutes les solutions en valeur ajoutée qu'on va apporter derrière, sans interface de paiement simplifiée, n'ont pas de sens. C'est pour ça qu'en Afrique, actuellement, il n'y a que les fintech qui marchent parce que ils sont en train de construire l'écosystème pour faciliter le paiement. Après ça, maintenant, des entrepreneurs comme nous peuvent venir proposer d'autres solutions et connecter ça à ces fintech parce que si le sens inverse était fait, où nous on vient proposer des solutions à valeur ajoutée et que derrière on a du mal à faire payer les gens, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de gateway, il n'y a pas d'accès à ces agrégateurs-là. Finalement, on ne pourrait pas créer d'économie, nous qui voulons créer une solution, je ne sais pas moi, de gestion des réseaux sociaux ou dans notre cas, chez Taftal, on fait de l'accompagnement des PME dans la digitalisation. On leur propose de payer un petit montant pour utiliser notre logiciel. Ce paiement-là, on ne le gère pas. Il y a déjà des institutions qui sont là et qui sont en place et qui ont déjà fait ce travail. Si aujourd'hui, tu proposes une solution qui demande à la personne de sortir une nouvelle ligne budgétaire dans un budget qui est déjà serré, pour moi, ça c'est compliqué. Si tu ne mets pas toutes les chances de ton côté, en tout cas. C'est-à-dire que les gens, ils mangent. Si tu proposes à manger, on mange déjà. On va juste prendre le budget et on va te donner. Les gens, ils bougent. Le transport marche. Tu vois? Qu'est-ce qui reste? Ils vont aller travailler. Donc, tout ce qu'ils ont besoin dans leur travail, peut-être ça peut marcher. Ils s'habillent. C'est comme je dis à chaque fois. Donc, c'est des besoins. Gens, ils ont toujours deux besoins. Surtout quand tu t'adresses parfois à ceux qui sont dans le B2B, quand tu t'adresses à des business, ou bien même si c'est pas des business, soit tu les aides à se faire plus d'argent. Ou à gagner du temps. Si ta solution ne coche pas l'une des deux cases-là, ça risque parfois de ne pas me stresser. C'est ça. Donc, il faut revenir aux pyramides de Maslow. Hein. Pour moi, il faut revenir aux pyramides de Maslow. Clairement. Aux States, ils sont assez avancés. On donne l'exemple du States. Aux States, ils sont assez avancés pour être dans les besoins soit d'appartenance, de luxe, tout ça là. Ils peuvent se permettre. Ils ont le divertissement et tout. Mais nous, on est encore très bas dans l'échelle. Et donc, gars aussi à la personne qui va proposer une solution, qui vient proposer une solution qui permet aux gens... Mais après, je pense que le bien-être aussi est une couche à prendre en compte. Le bien-être est une couche à prendre en compte, mais le marché en Afrique est beaucoup plus limité qu'en Europe. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il est limité, mais là où je veux en venir, on a quand même... C'est un problème, mais qui devient une opportunité. Oui, c'est un problème qui devient une opportunité, mais il y a un travail d'éducation à faire. Ce travail d'éducation fait que... De quel bien-être je parle? Ah, ok, donc je te laisse... Je parle de tout ce qui va dans la beauté, la cosmétique, tout ça. Ok. Sur la pyramide de Maslow, ça rentre juste dans des besoins de bien-être. J'en ai pas besoin pour vivre. Mais en Afrique, ça a énormément
Ok. d'impact dans la vie des gens. Ok. Donc, aussi, tout ce qui touche cette couche-là peut bien marcher aussi. Donc, soit je gagne de l'argent, soit je gagne du temps, soit aussi je suis plus beau, je me sens mieux, Ok. etc. Le Ça a besoin aussi son de- impact ou quoi? Ça a son impact aussi. La monnaie sociale, quoi, social Voilà. currency. Ça a aussi son Ouais, impact. peut-être, bon, je pensais à bien-être en mode nutrition, tout ça, ce genre Non, de choses, sport. Tout en fait partie. Ok. Mais après, il y aura aussi encore des niches. Ok. Il y a énormément de niches aussi, dedans, est-ce quoi. parce que c'est culturel? Parce que chez Exactement. nous, on tient beaucoup à ce que pense l'autre. Exactement. Effectivement, tu as raison. Donc, je pense que là, c'est clair. Peu importe de ça ce que tu veux mettre en place, il y a des réalités à prendre en compte. Le contexte local. La psychologie, en fait, de l'Africain qui est totalement différente de celle de l'Occident. Tu as le pouvoir d'achat qui va différer. Et ben, justement, quel besoin tu essaies de régler? Est-ce un besoin sur lequel, ou bien un besoin sur lequel j'étais déjà en train de mettre de l'argent, en fait. C'est ça. Et là, tu me permets donc moins cher, plus rapide, plus facile à utiliser. Et ben, il adhère directement, en fait. C'est ça. Et je pense que dans ce sens, tu peux prendre quelques exemples même de ce qui se fait actuellement. Tu as Amodofal actuellement. Et même pour tous ceux qui veulent faire, en fait, tous ceux qui veulent faire des SaaS, qui ont déjà commencé à préparer des idées de SaaS, qui ont une idée, qui ont déjà commencé, ils ont essayé, ça n'a pas marché, etc. Bah, Amodofal forme à faire des SaaS avec EasySaaS. Et la manière dont il a lancé EasySaaS, parlons de ça, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, qu'il a copié, on va dire, qui s'appelle School. Et il écrit directement, School n'a pas été fait pour les Africains. EasySaaS est fait pour les Africains. Easy Club. Easy Club, merci, Easy Club. Easy Club. Easy Club est fait pour vous, en fait. C'est ça. Et c'est tout l'idée, en fait. Il y a énormément de solutions qui règlent déjà des problèmes réels que l'Africain a, qui n'est pas encore arrivé ici, bah, grâce à l'IA, avant qu'il ne pense même à ouvrir en Afrique, tu peux refaire la même chose, en fait. C'est ça. En tout cas, bon, pour résumer, je pense que ça c'est classique. Il y a 3 types de business. D'accord? À l'ère de l'IA ou pas d'ailleurs. Je pense que l'IA va juste amplifier. On va peut-être créer de nouvelles niches, hein. La réalité, c'est que ça va juste amplifier le besoin de l'humain. C'est les besoins primaires en Afrique la plupart du temps. Ce soit tu as un business qui est painkiller, c'est-à-dire que tu règles un problème qui est douloureux. Donc, un besoin qui est dur, comme on dit, douloureux, urgent et reconnu. Il faut que la personne soit consciente du problème aussi. Sinon, elle ne va jamais payer. Sinon, aussi, il y a un travail d'éducation à faire pour qu'il reconnaisse le problème qu'il a. Donc, dur. Et ça, c'est le quick cash. C'est-à-dire, c'est à partir de ces business-là que tu peux te faire de l'argent rapidement. D'accord? Après, tu as les business vitamines, comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est comme à l'image des vitamines. Tu n'en as pas forcément besoin pour vivre, mais c'est quand même mieux si tu prends des vitamines. Tu vois, c'est quand même mieux si tu utilises la solution. D'accord, ça me facilite une partie de ma vie, mais ce n'est pas une douleur telle que si je ne l'utilise pas, je ne pourrais pas avancer dans ma vie. Et après, tu as ce qu'on appelle les business candy, c'est-à-dire, c'est des business c'est comme candy, comme la sucette là. C'est des jeux, quoi. C'est tout ce qui est dans l'entertainment, tout ce qui est dans les jeux vidéo, tu vois, c'est des business qui sont candy. C'est un marché qui est là. Mais je pense qu'en Afrique, les business candy, c'est encore à leur balbutiement. Faut voir. En tout cas, dans les quick cash, tu as tout ce qui est painkiller. Malheureusement, avec les painkillers, le sujet, c'est que comme quand tu prends un antidouleur, quand tu n'as plus mal, tu n'utilises plus la solution. Donc, c'est un besoin ponctuel qui est là. Tu utilises l'application, mais quand tu n'as plus mal, tu n'utilises plus. C'est pour ça que le business des vitamines, en tout cas, le marché des business vitamines est beaucoup plus intéressant dans le sens où les business vitamines, si on te convainc à commencer à prendre des vitamines, il y a des chances que jusqu'à la fin de ta vie que tu prennes des vitamines. Effectivement. Tu vois? Donc, faut voir, en tout cas, dans ces 2 dimensions-là, qu'est-ce que, mon idée, est-ce qu'elle est plus painkiller ou est-ce qu'elle est plus vitamine? Si c'est vitamine, faut juste faire un travail pour convaincre la personne à commencer à l'utiliser. Si c'est painkiller, il y a moins de travail pour convaincre les gens à l'utiliser. Mais derrière, faut te dire aussi que si tu ne trouves pas de mécanisme de retenir les gens, de fidélisation, d'abonnement, quand les gens n'auront plus le problème, ils vont chercher, ils vont voir autre chose. Tu vois? Très important à savoir et à prendre en compte. Donc, une dimension, je pense que tout entrepreneur devrait aller voir et faire plus de recherche dessus. Et c'est encore plus facile à le faire avec l'IA dorénavant. Et là, on passe à un autre domaine donc qui passe dans le même sillage.
tout ce qui concerne la partie éducation, formation. Ceux qui font des business dans l'éducation. Ouais, les infopreneurs. Les infopreneurs. Ouais, mais pas que, hein. Pas que, hein. Ouais. Même les écoles en font partie, tout le monde en fait partie. Ouais, il y a une manière, de changer, en fait, la doctrine, carrément. Et il y en a qui ont commencé. Non, école, c'est un autre sujet. École, on fera un autre épisode là-dessus. L'école, l'éducation, non, c'est trop compliqué. Ils sont trop archaïques pour le moment. L'IA va changer tout ça. Oui, mais il y a les business de formation quand même. Parce que tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, en fait, il y a une opportunité de business de formation dans cette opportunité. Effectivement. C'est simple. Quand le dropshipping a commencé, les gens se disent, il faut que je me lance dans le dropshipping. Direct, il y a des gens qui se lancent pour former les gens à faire du dropshipping. Parce que toute opportunité nécessite une certaine formation. Justement, c'est la même chose même avec cette opportunité d'IA. Donc, énormément dropshipping, tu as eu plein de formateurs de dropshipping qui sont sortis. Voilà. Maintenant, après l'e-commerce a buzzé, tu as eu plein de formateurs e-com qui sont venus. Il y a Yomi Denzel en France qui est le premier, mais à Dakar, par exemple, on a Wally e-com, on a d'autres, Wally c'est mon ami, mais il y a d'autres gens aussi qui font énormément de choses dans l'e-commerce et qui font beaucoup d'argent. Énormément. D'accord? Mais quand l'IA est venue aussi, naturellement, une opportunité telle que l'IA crée aussi des formateurs en IA. Et c'est aussi un marché très lucratif parce que tu peux ne pas avoir forcément l'ADN du builder de produits, mais être à l'aise à l'idée de partager. Être un bon pédagogue, tu vois, aimer juste partager. Il y a des gens qui préfèrent partager, avoir des classes, avoir des gens, et puis être fier d'avoir accompagné quelqu'un à faire quelque chose, qui ont plus cet ADN-là que l'ADN de faire un produit et de le mettre sur le marché. D'accord, pour pouvoir bien former, il faut avoir des preuves, mais derrière, il y en a qui sont plus formateurs que start-upers. Oui, c'est naturel, ça existe. Il y a des coachs qui ont en fait ces genres de compétences. Parfois, chez certains, c'est on va dire un peu un talent. Mais, comme tu le dis, la preuve sociale est toujours quand même très importante. La preuve sociale, et puis c'est plus rapide de se faire de l'argent quand tu formes. Tu sors tout de suite une formation, les gens achètent. Tu sors un produit, peut-être les gens achètent, peut-être pas. D'accord? Et maintenant, dans ce domaine, comment ça se passe? Ou les deux, tu peux faire même les deux. Parce que les gens que j'ai en tête, par exemple, tu as parlé d'Amadou Fall. Je pense qu'il est incroyable. C'est un gars très talentueux. C'est un ami. Il faut aller le voir sur YouTube, sa chaîne. Il a lancé une nouvelle formation, Easy SaaS. Donc, il y a une version gratuite sur YouTube de 7 heures de temps. 7 heures de temps de formation gratuite. Et il y a une autre partie payante sur Easy Club. Tu vois, je suis d'ailleurs on est d'ailleurs dans la communauté Easy Club. Mais lui, il fait des SaaS. Il prouve qu'il peut faire des SaaS et après il fait une formation. Donc, naturellement, les gens lui font confiance. Exactement. D'accord? Et donc, oui. Maintenant, il y a aussi Ibuka, mon grand Ibuka, qui fait dans la niche des micro-SaaS. Lui aussi, il en a fait quelques. Là, il a une petite formation pour apprendre aux gens à faire des micro-SaaS. Ça aussi, ça marche bien. Je pense que dans tout, tu as parlé tout à l'heure de Yomi Denzel, mais avant de se mettre à fond dans la formation e-commerce, il en a fait du cash avec l'e-commerce directement. Oui. De tous. Et souvent, la formation, devenir infopreneur, parfois, à chaque fois qu'il y a ce genre de nouvelles opportunités, c'est là-bas que ça va être vraiment l'Eldorado, quoi. Quand ils vont passer à l'étape formation, c'est là où ils se font réellement beaucoup d'argent. Oui, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que tu as besoin de comprendre le métier pour pouvoir former. Exactement. Mais tu gagnes dans le court terme, dans le court moyen terme, on va dire, tu gagnes plus d'argent avec la formation qu'à faire le métier même. Clairement. Tu vois, tous les e-commerçants, la plupart du temps, on gagne plus d'argent en formant des gens à faire de l'e-commerce qu'en faisant même de l'e-commerce. C'est la raison pour laquelle ils terminent tous formateurs. Tu vois, parce que c'est plus simple et c'est plus rapide. D'accord? Mais il y a une autre problématique qui va revenir à la fin, c'est que tu ne bâtis pas de valeur derrière. Tu te fais des formations, tu peux faire beaucoup d'argent, mais c'est du quick cash. C'est un business de cash flow. C'est-à-dire que tu prends l'argent, tu te fais beaucoup d'argent, tu emmagasines, mais le jour où tu ne vends plus de formation, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien derrière. D'accord? Ouais. C'est pour ça que eux tous, maintenant, ils comprennent que... Et puis, à l'ère de l'IA, les formations n'ont plus aussi autant d'impact ou de sens dans la tête des gens qu'ils les avaient avant. Effectivement, c'est vrai que même l'IA devient lui-même un concurrent, en fait. Exactement. Parce que je vois une formation, ça m'intéresse, on me montre le prix. Je peux copier le titre, copier la description, donner à ChatGPT, il me fournit une formation. Je dis pas que ce sera la même qualité, je dis pas que ce sera aussi pratique, mais il pourra quand même te donner un peu pour que tu saches ce qu'il y a derrière. Je donne l'exemple de Yellow.
Noga, Steph et CDB qui ont fait Yellow. Sur Yellow, tu peux donner, je pense, tu donnes un PDF et ça le transforme en cours. Wow. Ça le transforme littéralement en cours, des cours audio. En tout cas, de la version que j'avais testée il y a longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, mais quand même 2-3 mois. Tu transformes un document PDF d'un cours de je sais pas quel professeur en cours très digeste avec plusieurs formats, des jeux, des quiz, enfin, tout ça là en quelques crédits. Et donc, il y a raison de se demander, est-ce que former des gens, est-ce que le business de la formation ne va pas aussi disparaître ou ne va pas s'éteindre un peu? Je ne pense pas que ça va totalement s'éteindre, mais il y a clairement beaucoup moins d'opportunités à se faire là. Parce que techniquement, à part former les gens à utiliser l'IA, quand les gens sauront utiliser l'IA, ils n'auront plus besoin des autres formations, je crois. Effectivement, ça c'est pas... Tu vois. Et donc, tous les infopreneurs aussi, ils sont en train de réfléchir à comment faire pour que sur du long terme, le travail que j'ai fait puisse être quelque chose qu'on peut leverager sur la durée. Et que c'est quand même un système très intéressant que de former des gens, mais sur la durée, ton entreprise, comment tu fais pour qu'elle ait de la valeur, pour que tu puisses revendre ça? C'est très difficile de revendre une formation. C'est toujours lié à ta personnalité, à ton personal brand, toujours lié au contenu que tu fais. Donc, sur le long terme, si tu n'as pas un produit scalable, il y a des chances que tu puisses te faire beaucoup d'argent, mais de façon très limitée. D'accord? Et donc, je pense que c'est pas pour rien que ils ont tous un petit produit SaaS à côté qu'ils sont en train de tester, parce que derrière, il y a aussi cette problématique de se dire, ben, demain, si je dors, est-ce que je continuer à recevoir mon argent? Si je n'ai plus de formation, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que je peux espérer un jour revendre ma boîte à quelqu'un? Parce que derrière aussi, si tu es sur Internet, tu comprends que le Graal, c'est de revendre ta boîte. Oui, peu. Ça dépend. Je pense que ça dépend des types de boîtes et tout. On va voir ça après. Mais on pourra entrer plus en détail. Je pense qu'on dans un autre épisode sur les exits. Les exemples qu'on a vus et tout. Alors, c'est bien. Ou bien même faire entrer des investisseurs dans le capital, scaler dans plusieurs pays. Ça, c'est difficile un peu de le faire avec la formation. Ça, c'est toujours possible, hein, mais c'est un peu difficile. C'est souvent des business qui tournent toujours vers celui qui... Oui. Mais après, à quelle formation aussi? Parce que l'IA a sorti une toute nouvelle opportunité, les faceless. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une niche, c'est vrai. C'est une niche, en fait. Tout ce qui est formation faceless, etc. Formation faceless, oui, c'est vrai. C'est une niche intéressante aussi. En effet. Il faut des opportunités, de toute façon. Il y en a énormément. En tout cas, si la formation vous intéresse et que vous voulez faire de l'argent rapidement, là, c'est le moment. Je pense j'ai un ami là qui m'avait contacté pour me demander des conseils. Il fait, je ne vais pas donner son nom, mais il fait dans une niche très prisée. Et il me disait qu'il voulait commencer à faire de l'argent. Je lui ai proposé de faire un e-book. Franchement, il est suivi, il a beaucoup de likes et sur sa niche, il est un peu dans le top 3. Même si tu n'as pas le temps pour faire une vraie formation, mais fais un petit e-book. Un petit e-book où tu mets en avant ton expertise, ta méthode en soi, qu'est-ce que tu proposes comme offre, et derrière, tu vends ça sur Chariot, par exemple, ou tu vends ça sur une autre plateforme comme Stellar. Et derrière, ce e-book-là, avant de le faire aussi, prenait beaucoup de temps. Actuellement, tu as des SaaS qu'on a créés qui permettent à des gens de créer des e-books en quelques heures. Donc, l'opportunité de faire des e-books est là. E-book, c'est un produit digital, mais derrière, un produit digital déjà qui est très scalable, qui a des limites dans la réalité. Est-ce que je ne veux pas vendre 1 million de e-books, mais quand même beaucoup plus scalable, beaucoup plus facile à faire en réalité, parce que même avant c'était facile à faire, là encore c'est beaucoup plus facile à faire. La première barrière, c'est toujours la barrière du temps. Tu vois? C'est vraiment ça que l'IA permet de régler. Et si tu n'es pas encore, si tu penses pas encore que tu es prêt à faire des formations, fais un petit e-book et balance le e-book. Et je vois plein de publicités sur les réseaux sociaux, des gens qui font des e-books et qui se font de l'argent à travers des lives TikTok, à travers des posts sur les réseaux sociaux. Un e-book qui coûte 10 000, tu lances demain, tu peux faire beaucoup d'argent avec. Effectivement. Tu vois? Donc ça, c'est pour vraiment les gens qui n'ont pas encore débloqué. Parce que tu sais, en business, tu débloques des niveaux dans ta tête. Au début, tu as besoin de gagner tes premiers 100 000. Après, tu gagnes tes 100 000, tu fais le million, tu dis, million, c'est rien. Tu fais, après, tu cherches les 10 millions, après, c'est toujours comme ça. Donc, pour moi, il faut, pour débloquer cette barrière mentale, commence à vendre quelque chose, même s'il ne coûte pas très cher. Et après, le fait de voir que les gens commencent à payer,
tu vas commencer à te demander maintenant comment je peux faire pour faire plus. Ouais, et ces formations-là, c'est déjà présent en fait. Et ça crée en soi même une nouvelle opportunité. C'est-à-dire donc l'IA qui va menacer même certains qui faisaient des e-books, etc. L'IA fait des e-books plus rapidement. Mais maintenant, on va aller apprendre aux gens comment faire des e-books avec l'IA. Et là, direct, ça crée encore une nouvelle formation qui va encore venir et pourra durer un peu plus longtemps donc que celui qui faisait un simple e-book. Et là, on parle souvent plus on va dire, quelqu'un qui parle directement au grand public, B2C. Mais même dans le cœur même du B2B, ça crée aussi de très belles opportunités. Donc, c'est-à-dire que tous ces chefs d'entreprise, tous ces patrons qui sentent l'IA qui est là, l'IA est arrivée, ce n'est plus le futur, ils veulent implémenter cette IA, ils veulent utiliser l'IA, mais ils ne savent pas comment faire. En effet. Souvent, à une époque où on peut tout faire, souvent on finit par ne rien faire. Parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment faire. Surtout quand on n'a pas du tout de background. Et là, ça crée une opportunité donc, pour tous les infopreneurs. Les formations par rapport à l'IA. Comment j'intègre l'IA en fait dans mes process. Et ça c'est tout un chantier en fait qui s'ouvre dorénavant devant tous ceux qui souhaitaient dans tout ce qui est business de la transformation digitale, comme on a l'habitude de le faire ici à Toftal. On accompagne les PME à digitaliser le processus. Et maintenant, récemment, en plus de digitaliser les processus, on intègre carrément la partie automatisation en fait des processus. C'est ça. Donc, faire un audit de ce qui existe, comprendre quels sont les problèmes, essayer de trouver des solutions, voir comment implémenter l'IA dedans. Oui, c'est intéressant. Bon, tu vas quand même un peu définir digitalisation et automatisation, nous dire c'est quoi la différence. Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et oui, c'est pas forcément que de l'info, parce que l'infoprenariat, c'est les gens qui font le business de la formation en ligne. Mais je veux dire, quand on dit info, c'est juste la formation classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es un consultant, tu maîtrises un domaine, tu peux proposer ça en freelance ou en cabinet à des jeunes entrepreneurs, à des grandes entreprises, dépendamment de ton niveau et de ton réseau et de là où tu peux aller toquer, justement. C'est aussi des fois une question de réseau et d'expérience. Et tu peux te faire plein d'argent en aidant les gens à se former sur des sujets qu'on juge pour la plupart classiques ou simples, mais pas forcément à l'ère de l'IA. Mais il y a pas l'utilisation. C'est ce que disait le gars. J'ai vu hier une vidéo du CEO de Mistral qui disait que actuellement à Mistral, aucun ingénieur ne code, en tout cas, n'écrit de lignes de code. Ça, je suis pas super convaincu, mais en tout cas, il dit que là, actuellement, le challenge à leur niveau, c'est de former les ingénieurs à être des managers. Pourquoi? Parce qu'ils n'écrivent plus de lignes de code, mais ils doivent se former à manager des agents et des équipes pour pouvoir s'assurer de la qualité de ce qu'ils délivrent. Et donc, il dit qu'à une petite équipe, c'est moins un sujet, il y a moins de goulot d'étranglement. Mais quand on parle maintenant d'une grande entreprise où tu as plusieurs équipes qui doivent manager des agents IA, là, il y a un vrai challenge que de former les gens à travailler ensemble avec l'IA. Il y a le fait d'aider la personne à comprendre et utiliser l'IA, et il y a le fait d'aider l'entreprise à intégrer l'IA dans ses process. Et là, ce n'est plus juste une question d'utilisation de prompt, c'est une question aussi derrière de teamwork, c'est une question de comment tu les aides. C'est comme quand on formait autant les outils de collaboration, les outils de collaboration comme Google Workspace qu'on propose aux PME. Derrière, si c'est juste une personne qui l'utilise, ça ne fait pas sens. Effectivement. C'est pourquoi notre formation faisait sens, même pour quelqu'un qui utilise déjà Google Workspace, c'est de comprendre comment il peut pleinement utiliser l'outil de collaboration pour simplifier et fluidifier le day-to-day en équipe. C'est aller chercher les gains, en fait, parce que on est en business, surtout pour le B2B en tout cas, dès qu'un chef d'entreprise met de l'argent dans quelque chose, il y a un gain qui l'attend dessus. C'est ça. Et donc, pour revenir à ta question que tu m'avais posée, et justement, c'est une suite logique. Parce qu'on ne peut pas, à l'ère de l'IA aussi, on ne peut pas automatiser des choses qui n'ont jamais été digitalisées. Et justement, la digitalisation, pour y revenir, c'est de passer du papier au numérique. Tu prends quelque chose qui était 100% manuel ou bien qui était vraiment manuel et tu le fais passer au numérique. Donc, disons, à la place de ce qui se fait encore, les factures sur des facturiers, sur des reçus qu'on écrit à la main, passer à un système, un logiciel qui permet d'éditer des factures et faire des factures directement et les imprimer.
Maintenant, l'automatisation, ce sera de sortir l'humain, en fait, de cette équation-là. Au lieu qu'il y ait un humain qui va être là à faire la facture, dès que le client envoie son paiement, la facture est générée automatiquement et elle est envoyée directement par WhatsApp, par mail ou bien ailleurs. Là, on a automatisé ce processus de facturation. Et ce que tu dis par rapport aux ingénieurs de Mistral est très, très pertinent et j'ai l'habitude de dire ça à mes clients, justement. À chaque fois qu'on digitalise des processus, des procédures, il faut comprendre donc qu'on ne va pas juste prendre la procédure telle qu'elle était écrite et qu'elle était faite manuellement, et dorénavant, c'est la même procédure qui est faite digitalement. Non, ça marche pas comme ça. C'est une réécriture, en fait, de cette procédure. Parce que ce digital vient prendre une part entière dans la procédure. Et je dis ça parfois à mes amis comptables et tout. Mais là, tu tends un peu vers la transformation digitale. Oui, c'est l'objectif. De digitalisation. Là. Non, l'objectif de la digitalisation, c'est d'aller viser la transformation digitale. OK. C'est la continuité, c'est la finalité. Et dans cette transformation digitale, c'est là où tu vas trouver maintenant ces automatisations et tout qui vont venir être vraiment le summum de cette transformation digitale. Est-ce que tu penses que l'Afrique est assez digitalisée pour parler de transformation? Pas encore assez. Il y a énormément de choses qu'on continue à faire manuellement et qui n'existent pas, je vais dire, qui ne sont plus faites manuellement, en tout cas si tu pars en Occident. Ouais. On continue de les faire. Donc, on a un gap de digitalisation avant de parler de début de transformation digitale, c'est ça. Avant de parler d'automatisation. Maintenant, l'IA ici vient nous aider énormément. Le temps qu'il faut pour faire passer de tout ce qui était manuel à la digitalisation simple de ces choses-là, l'IA va nous aider à gagner un temps fou dans ça. C'est-à-dire que ce qui devait prendre avant se faisait manuellement, comme par exemple, disons, on va prendre des archives, on va devoir les numériser. Bah, dorénavant, tu as l'IA, OCR, etc. Tu prends en photo, ça numérise automatiquement, tu as le document PDF. Ouais. En fait, c'est pas, j'ai comme l'impression que c'est pas forcément de nouvelles choses qui arrivent. L'automatisation, on en parle quand même depuis pas mal de temps. Il y avait des outils comme Zapier, comme, avant, plein de, IFTTT, je pense, if this then this, un truc comme ça. IFTTT qui ont commencé cette vague de l'automatisation. Mais on s'est rendu compte, nous, en voulant l'implémenter ici, que les marchés, ces outils d'automatisation, derrière les résultats, est intéressant, mais il y a toujours une barrière à l'entrée parce que ces outils n'étaient pas faciles à mettre en place. Les outils sont censés te faire gagner du temps, mais ils sont pas faciles à mettre en place. Tu vois, et donc tu te rends compte que l'automatisation aussi crée des limites parce que derrière, en plus du fait que l'Africain ne fait pas confiance au digital, et donc quand tu lui dis c'est l'ordinateur qui va tout faire pour toi, il va dire non. Vont me donner, il y a des croyances limitantes derrière. En plus de ça, si tu dois aussi le convaincre qu'il doit payer un montant cher pour mettre en place cette configuration, et que derrière, il y a aussi un coût de maintenance, même si sur le papier, ça, il va gagner, mais la friction de cette transformation fait que on a du mal à convaincre les gens à s'investir dans ça. Je pense qu'à l'ère de l'IA... C'est à ça que ça devient un business, en fait. Exactement. Si on parle de business, ça devient un business. Donc, il y a ce travail aussi de bien comprendre le client, savoir comment tu convaincs ton client, à savoir qu'en faisant ça, il y a un retour sur investissement qui en vaut la peine. Mais surtout de simplifier l'onboarding. Oui. Maintenant, l'onboarding, justement, si c'est toi qui fais le service, c'est là que tu as quelque chose à vendre. Ta valeur ajoutée, c'est cette facilitation que tu lui offres. Si c'était à lui d'automatiser, si c'était à lui de faire tout ce travail-là, déjà, il n'allait pas te payer ton... C'est du done for you, quoi. Exactement. Maintenant, toi qui le faisais, la manière dont tu le faisais avant l'IA, dorénavant, si tu faisais 5 par semaine, tu peux en faire 20 par semaine. C'est ça. 25 par semaine même. Parce que avec Claude, avec tout ce qui vient de se créer dorénavant avec Cowork, les agents IA, etc., tu automatises beaucoup plus rapidement. C'est ça. Et je termine ce que je disais tout à l'heure, ce que je dis aux comptables souvent, quand on fait une mission d'intégration Odoo, je leur dis, grâce à ce logiciel, dorénavant, vous passez d'agent de saisie à agent de contrôle. Avant le comptable, il y en a qui le font toujours. Je vous invite à venir faire Odoo parce que ils écrivent des pièces comptables du matin au soir, certains sont toujours sur Excel, c'est fou. C'est de la saisie, quoi. D'autres sont sur Sage, ils font la saisie eux-mêmes. Dorénavant, ils peuvent ne pas avoir à faire cette saisie. Et derrière, ce qu'ils font, c'est du contrôle. Comme tu le disais, l'Africain, si tu lui dis c'est la machine qui fait tout, il n'a pas confiance. Ouais. Donc, transformation digitale,
transformation du rôle de la personne. Et accompagnement derrière pour que toute cette transformation... Et c'est là que le business se trouve maintenant. C'est ça. Donc ça aussi, c'est une opportunité intéressante. Et c'est notre business, en tout cas. Mais je pense aussi qu'effectivement, pour ceux qui connaissent bien l'écosystème, qui connaissent bien le monde du B2B, oui, là aussi, c'est des montants assez intéressants à se faire. Mais, ouais, toujours il faut réfléchir à comment je présente des services de sorte à ce que la personne ait des quick wins le plus rapidement possible. C'est-à-dire que avant même de commencer à payer, les gens doivent commencer à voir la valeur de ce que tu proposes. Justement. Je pense que c'est ça notre problème. Nous, des fois, on amène un projet, on dit, c'est dans 6 mois que vous aurez les premiers résultats. Et d'ailleurs, dans 6 mois, on dit, il y a un petit problème. C'est pour ça que tous les projets de transformation digitale en Afrique capotent la plupart du temps. Ne marchent pas. 70% des projets, ils finissent par capoter. Parce que ce n'est pas assez, comment dire, l'étude n'est pas assez approfondie, on ne va pas forcément sur les habitudes de consommation, on produit un système qui prend beaucoup de temps à être mis en place. Et donc, entre-temps, le cadrage de base a évolué. 6 mois après, les gens font autre chose, tu ramènes une solution. C'est nos challenges. Une solution qui règle les problèmes qu'on n'a plus. Enfin, c'est plusieurs sujets. Et je le dis souvent, c'est parce que on pense que parfois le défi, il est technique. Le défi n'est pas technique. Il est surtout dans la conduite du changement. Oui. C'est le plus gros frein au projet de transformation digitale. En effet. Ce n'est pas tant que est-ce que les ingénieurs sont capables de mettre en place ce qui a été demandé lors du cadrage, mais comment est-ce que l'utilisateur final va utiliser ça? Comment faire pour l'adapter à ça? Comment faire pour déjà bien le comprendre pour savoir quelle est vraiment la solution la plus adéquate à son besoin? Parce que comme tu disais tout à l'heure, parfois on pense régler un besoin, mais on alourdit la tâche à la personne. Effectivement, plus qu'autre chose. Et je pense que une chose intéressante aussi avec l'IA, dans la transformation, au-delà du fait d'accélérer le processus, c'est aussi derrière mettre des agents IA qui comprennent le besoin et qui peuvent aussi accompagner les gens après l'implémentation. Aujourd'hui, quand tu fais de l'implémentation, derrière, tu fais la formation. On t'appelle les 3 premiers mois, on va t'appeler tous les jours pour te poser des questions. Si on sait mettre en place des agents qui comprennent ce qu'on a fait, qui comprennent les changements qu'on apporte à cette entreprise, et les employés même de l'entreprise peuvent poser des questions à cet IA-là, qui va répondre en temps réel. Je pense que ça aussi, ça fait gagner énormément de temps et ça facilite la transformation. Parce que la plupart du temps, les gens, ils veulent le faire, hein. Ils ont la volonté de le faire. Mais le day-to-day, c'est réalité. Le terrain, on n'a pas trop l'habitude. Et donc, si on veut l'utiliser le premier jour, il y a un premier blocage, deuxième blocage, on t'appelle, toi, le consultant, on n'arrive pas à te faire, ou tu dis, moi, je peux pas laisser mes activités et venir vous régler le problème. Il y a personne pour régler le problème là tout de suite. Là, finalement, les gens, ils délaissent et se disent, on retourne à l'ancienne façon de faire. Et on retourne à l'ancienne façon de faire en disant, on attend que les consultants ou les techniques viennent régler le problème. Fait que, derrière, tu accumules tellement de choses que tu ne peux plus revenir au système juste comme ça dans l'immédiat. C'est pour ça que la plupart des boîtes tech, je veux dire, c'est le premier chantier dans lequel parfois ils appliquent l'IA. Tout ce qui est ITSM, le support, tout le service. En fait, pas que le ITSM, mais même service clientèle aussi, commercial. C'est là où on a vraiment les grandes boîtes tech, c'est là où ils appliquent déjà présent l'IA. Dorénavant, tu envoies un ticket, c'est l'IA qui te répond. Tu appelles parfois même, c'est l'IA qui te répond, tu parles à l'IA. Ça aussi, ça. Et donc, c'est un chantier ici aussi en Afrique. Et justement, là où je trouve que c'est une meilleure opportunité ici, c'est parce que le gap, il est beaucoup plus grand. Et on a eu du retard. On a eu du retard sur quelque chose qui a déjà été fait par ces gens qui actuellement ont déjà implémenté l'IA. Ce retard-là crée une deuxième opportunité en plus de l'implémentation de l'IA elle-même. Parce qu'avant d'automatiser, j'ai dit tout à l'heure, il faut digitaliser. Mais avant même d'automatiser quelque chose, il faut l'avoir éprouvé manuellement, bien le comprendre les limites, les risques, etc., avant de penser à l'automatiser. Et ça crée plus de possibilités et plus d'opportunités pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine-là.
Il y a tout à faire en Afrique. Il y a tout à faire en Il y a Afrique. vraiment tout à faire en Afrique. Tout, On ne tout, pourra tout. pas aborder tous les sujets dans cet épisode. Je pense qu'on sent notre volonté de venir avec beaucoup d'infos et je pense que c'est très passionnant, mais on ne pourra pas forcément tout expliquer dans cet épisode. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà donné des idées à ceux qui voudront se lancer. En tout cas, certaines niches qu'on maîtrise un peu, on n'a pas, comme je dis, la prétention d'apprendre à qui que ce soit. C'est une discussion entre cofondateurs, mais c'est aussi en même temps une occasion de conscientiser ceux qui n'étaient pas forcément conscients des sujets qu'on aborde. Mais je pense que l'essentiel a été fait. On a déjà dépassé le temps. C'est sûr. Il y a la prod qui nous regarde en mode vous avez s'arrêter quand là? C'était passionnant. Ça donne des idées pour les prochains épisodes. Je pense que d'ici peu, on va commencer à avoir des invités qui pourront aller en profondeur sur ce sujet-là. Et puis, on viendra peut-être... Donnez-nous en commentaire, justement, vos avis sur le podcast. Est-ce que vous pensez que c'est trop long, c'est trop court? Est-ce que c'est trop technique? Est-ce que ça va? Le tempo, il est bon? Donnez ça, dites-nous en commentaire les feedbacks et on va essayer de co-construire tout ça. On ne sait pas trop ce qui peut faire l'affaire, mais en tout cas, on est prêt à accueillir vos feedbacks. Yes. Puis, on est très ouvert aux critiques qui sont constructives. Et puis, on espère en tout cas qu'on aura l'occasion d'avoir des experts. On a parlé d'Amadou Fall. On va l'inviter. Je t'invite en live si tu nous regardes. On les veut tous ici sur le podcast. Tous, il y a des experts en transfert digital. Insa Touré, je t'invite, mon gars. c'est votre Diorin. Ibuka. Amadou Sek, Wally qui a fait... Il y a une autre opportunité dont on n'a pas parlé. Il a créé un kind de Shopify africain où tu peux créer une boutique avec l'IA en 5 minutes. Une boutique e-commerce, littéralement. Et l'IA te fait même tes pubs. L'IA te fait les visuels de ton produit. L'IA te fait le copywriting de ton site internet. En fait, la réalité, c'est que tout ce que tu fais, c'est que tu vas sur Alibaba ou fournisseur, tu prends le lien du produit, tu copies. Et l'IA d'Afrique, la solution de Wally, fait tout le travail. Extraordinaire. C'est un jeune Sénégalais qui fait ça. Je pense que c'est des initiatives à saluer. Et je pense qu'il faudrait qu'on les fasse. S'il est au Sénégal, mon gars aussi, je t'invite dans le podcast. Il faut que tu viennes nous partager un peu de ton expérience. Ça, donc, comme tu sais, moi, j'aime bien toujours conclure, bien aller directement vers l'action. En guise de conclusion, si quelqu'un nous écoute là actuellement, après ce podcast, c'est quoi le défi? Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Se lancer. On va dire, ça va être simple. On va dire, vous avez déjà dit ça, mais la réalité, c'est que c'est aussi simple que ça. Il faut juste se lancer. Se lancer, c'est rien d'autre que avoir la première personne qui te donne son argent pour que tu lui fasses un service, peu importe le service que tu proposes. Ouais. Pour moi, c'est ça. Tout ce qui te raccourcit cette phase-là peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement, trouvez votre premier client, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième. Là, vous êtes déjà dans l'action. Pour moi, être dans l'action, c'est avoir son premier client d'abord. Toute personne qui vend un produit qui n'a pas encore un premier client, la réalité, c'est que il est peut-être en train de overthink ou surconstruire un produit qui ne sera réellement même pas utilisé techniquement. Ça, c'est compris. Donc, allez-y et puis lancez-vous. Ouais, c'est le message. Donc là, il faut comprendre qu'en 2026, l'avantage compétitif, ce n'est plus la meilleure idée. Oui. C'est la vitesse d'exécution, la distribution. Clairement. Donc, le défi, il est clair. Oui. À partir de maintenant, si tu veux faire quelque chose, pense, cherche, trouve un besoin que tu as toi-même vécu, ou bien que tu vois tout le temps dans ton alentour. Vérifie au moins. Est-ce que tu penses que 100 personnes pourraient payer pour régler ce besoin? C'est ça. Et dès demain commence. Oui. Il y a, pour ceux qui sont dans l'écosystème Easy Club, dans le groupe, Amadou Fall on va beaucoup parler d'Amadou parce que c'est quand même l'un des pionniers dans ce domaine au Sénégal. Tu vois? Donc, il a fait une solution qui s'appelle EasySaaS.
eSaaS.com, et c'est un outil IA qu'il a créé qui te permet de valider ton produit, de valider le marché, de faire un plan marketing, de savoir si vraiment ce que, comme je dis, tous les problèmes, non, il n'y a pas d'argent dans tous les problèmes. Donc, l'outil te permet justement de challenger et de voir par rapport à ton contexte, par rapport à ton marché, par rapport à la solution que tu vas apporter. Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer? Je pense que ça facilite beaucoup le travail aux gens, d'autant plus que même si tu fais le même travail avec ChatGPT ou Claude, on aura du mal à contextualiser dans le milieu local parce que les pouvoirs d'achat ne sont pas pareils. Bien que l'IA peut forcer et dire je connais l'Afrique, ils connaissent pas réellement l'Afrique, les réalités de l'Afrique. Des fois, ils utilisent des choses qui sont très biaisées. Je pense que des outils qui sont des outils locaux comme easysas.com, qui est faut quand même acheter la formation pour avoir accès à l'outil. Par exemple, ce genre d'outil-là, je crois que ça peut être très utile dans cette phase, justement, de benchmark. Donc, c'est le go est lancé. Si ça vous intéresse, si vous avez l'idée, si vous voulez faire quelque chose, allez-y, utilisez la plateforme, testez, essayez de vendre, et dès que vous aurez commencé à vendre, vous avez un business. Ouais. Pour les PME qui ne savent pas trop là où ils en sont par rapport à leur business, qu'est-ce qu'ils doivent digitaliser ou pas, c'est quoi les premières actions à mettre en place, on vous prépare quelque chose aussi avec Taftal. On a vu ce besoin-là, on est en train de travailler sur quelque chose qui peut être très intéressant. Donc attendez pour les prochains épisodes, on vous en parlera davantage. Là, on n'a pas l'occasion d'aller en profondeur sur ça aussi. OK? Guys, so abonnez-vous, likez, partagez. Parlez-en, si le podcast vous intéresse, dites-nous en commentaire, envoyez-nous des DM et puis ensemble on va co-construire ça. Merci beaucoup, on apprend tous ensemble, j'espère que vous aurez appris, tout comme on a appris espère bien, ouais. Entre nous. Donc portez-vous bien et à bientôt. Merci. Allez, ciao. Nouvelle ère.